Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici toutes les semaines on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler des shows de la semaine du 17 mars, le Monday Night Raw du 17 mars et le Friday Night SmackDown du 21 mars pour ce début du printemps. Une semaine exceptionnelle pour nous fans de catch français puisque tous les shows se passent en Europe, on peut les regarder quasi en live, voire complètement en live. N'hésitez pas à me dire, peuple de catch-up, dans les commentaires si vous les avez regardés en direct. C'est mon cas et je suis là tout seul ce soir. C'est un solo catch-up, un Raphaël solo, mais je ne suis pas tout seul puisque je suis avec vous, bien sûr. Et on va parler de ce Monday Night Raw qui était à Bruxelles, historique, un show francophone. On n'en avait pas eu depuis Backlash et le public était clairement au rendez-vous. Les Belges étaient chauds comme des frites. Et ils ont accueilli, comme il se doit, le premier arrivant du soir, John Cena. John Cena était là à Bruxelles, dans son tour de fin de carrière, avec des t-shirts spéciaux Bruxelles, John Cena et tout. Et pourtant, bon, c'est bien que c'est plus le John Cena comme avant, hein. C'est le John Cena qui a trahi, c'est le John Cena qui a tourné le dos à la foule. Pourtant, il arrive exactement pareil, hein, même musique, même tenue. Et il nous prend le micro pour nous dire, John Cena, hué énormément. Le public a bien joué le jeu, hein. Là, clairement, le heel turn de John Cena, il est accepté par la foule. Mais est-ce qu'il est accepté par John Cena lui-même ? John Cena, en gros, il est venu nous dire ça fait 22 ans que je suis dans une relation toxique avec vous, les fans. J'arrête, I break up, je veux plus être avec vous. En gros, vous m'avez toujours demandé plus. Dès le début, vous m'avez pas aimé, alors je me suis battu comme un beau diable. J'ai été champion sans arrêt et vous avez détesté ça. Vous disiez John Cena sucks. Vous vous moquez de moi là, avec cette blague de celui qui est invisible. Ça fait des années que ça dure, c'est plus drôle. En gros, voilà, c'était jamais assez. Je me suis donné énormément de mal et vous avez pas voulu. Donc voilà, il dit je suis pas un babyface, je suis pas un heel. Arrêtez ces histoires. Je suis juste un être humain. Vous avez été horrible avec moi. Regardez-vous dans le miroir comment vous avez été pas sympa avec moi. Moi, j'ai plus besoin de vous. De toute façon, maintenant, vous avez votre nouveau jouet Cody Rhodes. Là, vous allez faire pareil avec lui. Donc voilà, John Cena qui est dans une relation de haine avec le public, hein. Il a ouvert les yeux sur ce public qui, pour lui, est ingrat, clairement. Cody Rhodes débarque alors pour lui répondre. John Cena assez vite va lui dire écoute Kid, et là Cody Rhodes dit non 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 non, c'est pas Kid, c'est champion de la WWE. Et Cody Rhodes lui il nous dit que il était ravi à l'idée de revoir et de combattre John Cena à WrestleMania, mais il dit là c'est pas le vrai John Cena que je vois, moi c'est une espèce de grosse chouineuse. Donc j'espère bien qu'il y aura le vrai John Cena à WrestleMania, le vrai qui se bat et qui gagne, parce que si j'ai cette vieille chouineuse face à moi, c'est sûr je vais la mettre à la retraite plutôt que prévu. Donc John Cena préfère partir et clôt le segment là-dessus. J'ai pas été totalement convaincu par cette prestation orale de John Cena. Ça faisait vraiment le méchant qui essaye d'être méchant et qui force son trait. C'était pas très naturel. C'est pas naturel, hein. Peut-être qu'on n'est pas habitué. Peut-être que John Cena lui-même n'a pas l'habitude d'être un heel. Mais voilà, on a vu des méchants tellement plus naturels, tellement plus justes dans leurs mots où tu dis ah putain quel salaud, mais en même temps il a raison. Là j'ai trouvé la ritournelle assez classique, hein, le méchant qui dit ouais j'ai trop perdu de temps à essayer de plaire aux fans. Et je trouve que ça correspond pas à l'histoire de John Cena. Alors c'est justement ça qui fait le heel aussi, hein, c'est qu'il nous raconte une histoire qui est pas du tout celle qu'on a vécue. Mais je sais pas, j'aurais aimé autre chose. Comme je disais sur le Discord, que je vous invite à rejoindre un peuple de catch-up, j'aurais plus vu un truc où il aurait pu dire bah voilà, c'est mon dernier tour. Là, je peux devenir 17 fois champion du monde. Je vous l'ai dit dès le début d'année que je me lançais dans le Royal Rumble, qu'il y aurait l'Elimination Chamber, que je ferais tout pour avoir un dernier règne. Il y a cette histoire de John Cena qui nous disait voilà, ça fait 4000 jours que j'ai pas gagné un match en solo, etc. Donc il aurait pu nous dire tout ça, il aurait pu nous dire écoutez, je suis désolé que ça vous déçoive, mais je fais tout ce qu'il faut. J'ai encore envie d'être un champion, je suis un catcheur avant tout, je suis une superstar avant tout. Voilà, je suis là pour gagner. C'est WrestleMania, c'est une place pour WrestleMania. Il aurait pu nous dire voilà, qu'il avait aussi envie de progresser, d'avoir le t-shirt, la musique, danser, tout ça c'était sympa, mais que maintenant il a envie d'évoluer aussi, qu'il est plus le même homme. Mais voilà, ce n'est pas ce qu'il nous a dit, et ça m'a un petit peu déçu. On a enchaîné par un match, on avait une belle affiche au programme, puisqu'on avait un match sans disqualification, un no holds barred, entre Penta et Ludwig Kaiser. Alors je vous laisse imaginer, entre les deux hommes, ça a pu taper fort, hein.
C'était vraiment sympa. Ça a beaucoup utilisé des chaises. Ils se sont tapés à coups de chaise, ils se sont donné la chaise l'un l'autre pour se donner des kicks à travers. Il y a eu des kendo sticks, etc. Et donc c'est Penta qui a gagné. Penta qui a gagné en 11 minutes 19. Et il s'est exprimé peu après sur sa volonté de s'intéresser au titre intercontinental qui sera notre main event. Donc on va y revenir. On va y revenir forcément. Tout ça, ça plaît pas du tout à qui? Ça plaît pas du tout au Judgment Day. En coulisses, on voit Liv Morgan, Raquel Rodriguez, on voit un petit peu tout le monde. Finn Balor, il a un match pour le titre intercontinental, c'est le main event. Il affronte Braun Breaker. Et alors Dominic Mysterio, il propose d'ajouter Penta au Judgment Day. Donc il est très en colère. Finn Balor, il dit bah attends, on va pas mettre quelqu'un qui veut prendre mon titre intercontinental. Donc ça progresse pas trop ces histoires de nouveaux membres. Ensuite, on a eu aussi dans la division féminine slash division tag team aussi, on a eu un match entre Dakota Kai et Ivy Nile. Et ben Ivy Nile qui était accompagné des American Made, sauf que pendant le match, on a une arrivée des luchadors de Rey Mysterio et Dragon Lee qui sont venus attaquer les American Made et ça a permis à Dakota Kai de battre Ivy Nile. Donc on a eu voilà, une belle performance de Dakota Kai, mais bon, très très court, hein, 2 minutes 47, donc c'était vraiment pas un grand match, mais une victoire de prestige pour Dakota, peut-être pour se rapprocher du titre intercontinental, avoir une nouvelle chance, que sais-je. Bref, un petit peu plus tard, bah, les Latinos, là, Rey Mysterio et Dragon Lee, ils ont affronté les American Made, les Creed Brothers, et ils ont gagné, les Latinos ont gagné, 5 minutes 46, là aussi, un petit match. Mais après le match, il y a le fameux luchador masqué qui a débarqué, et qui a attaqué Rey Mysterio et Dragon Lee et qui les a largement dominés. Il leur a fait une souplesse l'un sur l'autre. C'était assez spectaculaire. Voilà, ce luchador masqué est encore là, celui qui était au Madison Square Garden la semaine dernière. Il a traversé les continents. Qui est-ce? On ne sait pas. Il y a eu des interactions backstage. Hein. Les American Made, on leur a demandé pourquoi Chad Gable les attaquait, mais ils disent mais non, c'est pas Chad Gable, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui c'est, peuple de catch-up, on ne sait pas qui c'est. Par contre, là où on n'a pas de doute, c'est pour les filles, la championne, c'est Io Sky. Et Io Sky et Bianca Belair qui a gagné l'Elimination Chamber se font face. Et elles sont là pour signer un contrat pour le match de WrestleMania. Elles signent, Bianca et Io Sky, avec Adam Pearce. Il est content, il dit merci les femmes d'avoir géré ça de manière très professionnelle, vous êtes sérieuses, c'est super, c'est formidable. Et là, ça part en Rhea Ripley. Rhea Ripley débarque. Elle est très énervée. Elle fout des coups de boule. Ça se bagarre dans tous les sens. Elle fait une powerbomb à Io Sky sur la table à travers Bianca Belair. Enfin bref, elle détruit tout. Et elle prend le contrat par terre et elle le signe. Alors, est-ce que c'est légal? Je ne suis pas sûr. Hein. Est-ce que c'est un signe fort envoyé? Oui. Pour le moment, le match n'est pas officialisé, mais on a très envie, je pense, de voir ce match à 3 qui sera sûrement un super match, peut-être même un des meilleurs de WrestleMania et sûrement un des meilleurs féminins WrestleMania de l'histoire. Mais bon, voilà. De toute façon, ouais. Bianca Belair et Io Sky, tout ce qu'elles disent, c'est on est copines, on s'en veut pas, on veut pas faire une rivalité. Donc, voilà. Bianca Belair est là pour nous, Rhea Ripley est là pour nous faire une rivalité. Tant mieux. Chez les mecs, c'est tendu aussi. Jey Uso, donc vous savez que depuis quelques semaines, Jey Uso, il est en feud avec les A-Town Down Under, très difficile à dire. La semaine dernière, il a battu Grayson Waller. Et ben ce soir, il affronte Austin Theory et il gagne en 29 secondes. En fait, il fait un spear et il gagne. C'est dur. C'est dur pour Austin Theory. Je comprends que ça soit dur, même si honnêtement, il y aurait eu 5, 6, 7 minutes de match. L'enjeu, ça aurait fini sur un spear pareil. Donc, mais voilà, mais c'est quand même un peu dommage. C'est quand même un peu dur. Et Gunther est arrivé bien sûr ensuite attaquer Jey Uso. Sauf que Jey a réussi à s'en débarrasser et il a même réussi à lui piquer dans la bagarre, dans la foulée, le titre mondial, la ceinture, et à faire le beau gosse avec. Évidemment, Gunther était furieux. Donc, si vous écoutez Catch-Up toutes les semaines, peuple de Catch-Up, on est toujours sur la même ritournelle. Hein. On avance, petit à petit, semaine après semaine, vers WrestleMania, mais clairement, cette feud Gunther-Jay, ça risque d'être dans mes flops de l'année. Il se passe vraiment rien. Il se passe vraiment rien, quoi. Bon, on a trouvé des challengers intermédiaires, là, une rivalité intermédiaire avec la petite tag team des genoux, mais bon, si c'est pour avoir 30 secondes de Austin Theory sur le ring, c'est quand même vraiment très très dommage. Un petit peu de déception là. On approche
petit à petit déjà de cette fin de show, hein, on a déjà évoqué la plupart des matchs. On a eu une prestation de Seth Rollins qui a été acclamée par le public, hein. Ils ont chanté le wow pendant très très longtemps, mais ils chantent aussi des CM Punk, CM Punk. Seth Rollins, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il nous dit, bah écoute, voilà, la semaine dernière, Roman Reigns m'a fait perdre mon match, enfin m'a fait gagner mon match, mais m'a un peu arnaqué, voilà, s'est vengé, m'a pris à voler la vedette. Et il dit bon, je lui en veux pas, hein, on aurait fait la même chose, on est toujours en lien, on est toujours très proches. Roman Reigns et Seth Rollins, on peut pas vraiment exister tant que l'autre est là. Et par contre, CM Punk, lui, j'aurais bien dû lui éteindre ses carrières avant et s'en débarrasser. Et il nous annonce qu'il sera là à SmackDown en Italie, puisqu'il y aura aussi CM Punk et Roman Reigns, donc ils seront tous là, mais ça sera pas ce soir. Nous arrivons ensuite au main event de ce Monday Night Raw en Belgique, avec Bron Breakker qui défend son titre contre Finn Balor. Alors, il y a eu des interventions, de Carlito, de Dominic Mysterio, mais malheureusement, elles ont été peu pertinentes, au contraire, puisque Dominic Mysterio, il a fait tomber sans faire gaffe Finn Balor du turnbuckle sur les parties intimes, là, ça arrive souvent malheureusement sur les corps, donc il était vert. Hein. Finn Balor, il a regardé Dominic Mysterio, la bouche tout écarquillée, et ça a permis à Bron Breakker de faire la session finale et d'envoyer un spear. On a eu un très beau match, hein, je trouve, avec un Bron Breakker qui est toujours hyper impressionnant physiquement et un Finn Balor qui est bien au top aussi. Donc ça fait un petit peu de baston à la fin du match et Penta est arrivé, il est venu aider Bron Breakker, il a fait partir le Judgment Day, mais il a clairement regardé Bron Breakker et lui a sorti un petit Cero Miedo et on sent qu'il y a de la tension dans l'air. Peuple de ketchup, c'est fini pour ce Monday Night Raw à Bruxelles. Clairement, la foule était là et la foule va être mon top de ce soir parce que on a eu des simplement deux. On a eu même il est vraiment phénoménal très brièvement quand on a vu AJ Styles backstage. On l'a pas vu sur le ring mais il était interviewé. Donc on a eu des phénoménales, on a eu des simplement deux, on a eu des chants des ça c'est méchant et il y en a un qui était très bon aussi qui a été un ça doit piquer sur des atémies je crois de Bron Breakker ou je sais plus si c'était match pour Penta, je sais plus, mais ça doit piquer, c'était drôle. Donc très bon public, mais honnêtement un show assez moyen. Il y a deux bons matchs pour moi qui sortent du lot, c'est le No Holds Barred en intro et le match intercontinental. Donc déjà deux vraiment bons matchs qui sauvent le show. Derrière, dites-vous qu'on a eu Dakota Kai et Ivy Nile qui a duré 3 minutes. Les tag team Dragon Lee, etc. Bon, 5 minutes. Et Jey Uso, Austin Theory en même pas 30 secondes. Donc c'était un peu pauvre sur le ring. Et surtout, ben, je trouve que ce show en Europe, là, ce show à Bruxelles, il donne vraiment l'impression d'attendre les autres shows. En gros, Seth Rollins, il nous dit, ouais, ben, en gros, ça va se passer à SmackDown en Italie. John Cena, Cody Rhodes, clairement déception. Leur premier face-à-face, ça aurait pu être un poids lourd de cette road, et c'est décevant. Donc, ouais, un show moyen auquel je vais mettre la note de 2,75. Et mon flop, bah, je vais le mettre à Jey Uso contre Austin Theory, c'était quand même vraiment pas respectueux d'avoir ce match-là. Mais bon, on va laisser Bruxelles chanter, on va laisser Bruxelles bruxeler. On va partir en Italie. C'était une première depuis plus de 18 ans, je crois. Il y avait déjà eu un show télévisé en Italie, le Miracle de Milan, peut-être que vous connaissez, ça vous dit quelque chose, hein, Santino Marella qui devient champion. Et ben là, on était à Bologne, Bologna, Italia, et on était à SmackDown, donc on va directement enchaîner sur ce show. SmackDown, là aussi, ouvert par une prestation micro. C'était John Cena à Raw. Et ben c'est Randy Orton à SmackDown, c'est quand même classe. Randy Orton ovationné. Hein. Ça commence très fort, les Italiens ils sont au taquet, ils chantent sa musique d'entrée. C'est la folie. Et au moment où il prend le micro et il ouvre la bouche, Kevin Owens débarque. Ouf. Alors là, frustration. Et Kevin Owens, très très étonnamment, il dit écoute, je suis désolé. J'aurais pas dû t'attaquer, j'aurais pas dû te frapper, tu méritais pas tout ce que je t'ai fait, que je te fasse un pile driver et tout. Cody Rhodes y mérite, Sami Zayn y mérite, mais toi, je me suis laissé emporter, on était bons ensemble, on était copains, on a failli devenir champion tag team, je suis vraiment désolé. La semaine dernière, j'étais là et je t'ai empêché de faire un punt kick à Carmelo Hayes, mais c'était pour te protéger de tes propres démons. On veut pas que tu redeviennes ce Randy Orton qui envoie des punt kicks.
Et il dit écoute, moi ce que je vois, toi et moi, WrestleMania, allons chercher les titres tag team. Oh, et Randy Orton, Kevin Owens qui affronteraient les champions tag team de Raw, qui sont les War Riders. Bah, moi ça me plaît bien sur le principe, mais bon, on sent clairement que c'est pas l'ambiance de l'époque. Orton, il lui dit non, 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 je refuse de t'écouter. Moi, si j'écoute les voix dans ma tête, elles me disent que je vais t'affronter à WrestleMania. Donc je vais te frapper un grand coup à WrestleMania. Ça se passe à Vegas. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais moi je vais botter le cul. Je vais te shooter dedans, et même autant que Roberto Baggio. Voilà, petit clin d'œil pour l'Italie, mais je crois que le public a pas trop entendu ça. Donc c'est officiel, hein, on aura Kevin Owens contre Randy Orton à WrestleMania. Et autant vous dire, Peuple Ketchup, j'ai un petit côté déception. Je sais pas trop comment le dire, mais je trouve que plusieurs affiches de ce WrestleMania sont des affiches qui me paraissent un peu anecdotiques, qui pourraient être des affiches d'un autre pay-per-view, quoi. C'est pas, on se dit pas putain, ils ont gardé le meilleur pour WrestleMania. Kevin Owens, depuis qu'il est dans cette dynamique de grand méchant qui casse la gueule à tout le monde, il a fait des énormes matchs contre Cody Rhodes, on se souvient. Il a fait ce très très beau match contre Sami Zayn. Et là, il a Randy Orton, mais bon, c'est voilà, c'est la feuille suivante quoi. C'est pas, il y a pas eu une progression, je trouve, dans l'intensité, dans la violence. Là, ils se parlent, ils vont s'affronter, ils vont nous faire un très très beau match sûrement. On ne sait pas où il est Sami Zayn, hein. On ne sait pas où il est pour le moment. Mais voilà, c'était un, voilà, ça va être un 1 contre un petit peu comme ça. Je trouve que c'est pas, j'ai pas le sentiment de me dire ouais, c'est une feuille qu'ils ont construite sur des mois et tout. Je me dis juste non. Bon, ok, ça sera Orton Owens. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. On a ensuite enchaîné avec un match. Au début, j'ai pas tout compris, hein. Il y avait beaucoup de monde sur le ring et c'était un peu le bordel. En fait, c'était Damian Priest, Jimmy Uso, Drew McIntyre et Shinsuke Nakamura. En fait, c'est tag team match. Donc, il y avait Priest et Uso contre Drew McIntyre et Nakamura. Un match de 7 minutes 46 qui a été gagné grâce à Damian Priest qui a réussi à faire son gros chokeslam, son South of Heaven sur Nakamura. Sauf que Drew McIntyre, il a pas aimé. Il a attaqué Damian Priest. Il était vraiment très très méchant, il lui a mis la tête par terre, il lui a dit ok maintenant tu vas rester par terre, tant que tu te relèves je te mettrai par terre et ça va jamais se finir, etc. Il est très très méchant notre ami Drew McIntyre. Pareil, j'ai un peu ce sentiment que c'est un peu random et que Drew McIntyre, qui est monstrueux depuis des mois, pour moi c'est un peu lui le, comme on dit, le cornerstone, c'est vraiment la pierre angulaire de la division, c'est-à-dire que on a une période de feu, hein, à la WWE, on va pas se mentir, on a des super catcheurs, on a des Seth Rollins, des CM Punk, des Cody Rhodes et tout qui nous régalent dans les grandes affiches, dans les grandes annonces. Mais celui qui y apporte toujours cet élément un peu de folie, cet élément déclencheur, cette violence, bah pour moi c'est Drew McIntyre, je le trouve presque au-dessus de tout le monde. Et, et il a eu des grandes prestations, et là, bah, s'il se retrouve en un contre un contre Damian Priest, je trouve ça, sans vouloir être offensant pour Damian Priest, un peu random encore une fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu en fait. C'est une feud, ils se détestent, mais on parle pas derrière de championnat du monde, on parle pas derrière de title shot, on parle pas de. Voilà, ils vont s'affronter, il va y avoir un qui va gagner, un qui va perdre, et puis bah, on va peut-être passer à autre chose la fois d'après. Je trouve ça un peu dommage, je trouve qu'ils auraient dû beaucoup plus faire référence au fait que Damian Priest a caché sur Drew McIntyre. Alors on le sait, hein, il nous le rappelle un peu, mais voilà, à l'oral, dans leur prestation, que Drew nous dise voilà, c'est ça qu'il faut que je nettoie derrière moi dans mon passé. Euh, voilà, j'aimerais bien un peu plus de promo là-dessus. Quant à Jimmy Uso et Shinsuke Nakamura, WrestleMania, c'est assez loin et je me demande s'ils auront une place sur la carte. Je l'espère pour Jimmy, pour Nakamura, il me manquera pas. On le sait. On a eu ensuite une session interview caméra séparée entre Tiffany Stratton et Charlotte Flair. C'était pas ouf. En gros, l'expression qui était assez sympa de Tiffany Stratton, elle a dit ouais Charlotte Flair, tu vois la hottest talent du moment, tu vois la personne la plus hot et tu l'éteins et tu la refroidis. Et, voilà. Donc évidemment après se sont un peu engueulés les trucs classiques où Tiffany a dit ouais t'étais mon idole et tout, tu m'as conseillé au début. Et Charlotte Flair a dit ouais mais t'es rien de mon niveau, t'es pas à mon level, voilà, t'as gagné sur un cash-in ton championnat, enfin voilà. C'était pas ouf et là aussi cette rivalité, elle est un peu poussive, hein. Dans les trucs qui sont un peu poussifs je trouve et qui sont quand même aussi une déception, Jacob Fatu a affronté Braun Strowman. Euh,
ils ont sorti il y a une rivalité depuis quelques temps entre les deux hommes. Ils ont sorti un match assez impressionnant. Enfin, ils sont toujours assez spectaculaires. Forcément, c'est des Golgoths qui s'affrontent. Euh, Ils sont passés à travers la table des commentateurs en se projetant. Ils se sont fait le Strowman Express, tout ça. C'est impressionnant. Mais à un moment donné, alors que Strowman était en train de dominer, il a été attaqué par Tamatonga et Solo Sikoa. Et ça a causé la disqualification. Sauf qu'on avait appris juste avant le match que le gagnant de ce match deviendrait le prochain challenger au titre US de LA Knight. Donc LA Knight, il est arrivé, il a aidé Strowman en attaquant un peu Fatou et Solo Sikoa, mais après, ça s'est regardé. Donc Strowman a gagné un title shot face à LA Knight pour le titre US. C'est pas rien, mais il a gagné par disqualification à cause de l'arrivée de la Bloodline. On a vu Jacob Fatou après en coulisses qui était vraiment très très vénère, qui pétait des trucs et tout. Les autres ils disaient mais on avait l'impression que t'étais en train de... T'étais en train de quoi? J'étais en train de quoi? J'étais en train de perdre, c'est ça? Laissez-moi tranquille et tout. Donc on est en train de creuser le début d'une feud entre Fatou et Solo. Je pense clairement c'est ça qu'on va voir pour WrestleMania. Mais ouais, encore une fois là je trouve par rapport à la grande époque où ils étaient la Bloodline 2.0 et en fait il n'y a pas eu de post ce fameux Raw sur Netflix, le premier où Roman Reigns a battu euh, Solo Sikoa dans un gros match et qu'il est redevenu officiellement le Tribal Chief avec le Hula Fala, avec le collier et tout. De toute façon, côté Roman Reigns, ça a même pas recréé une faction puisque il est pas spécialement proche de Jimmy Uso, il est pas spécialement proche de Jey Uso. Donc ça, c'est un peu décevant. Le post choc des Tribal Chiefs là. Et Solo Sikoa, il est toujours avec ses potes, lui. Et il erre un peu sans programme. Il aide Jacob Fatou visiblement, mais il n'y arrive pas trop. On a l'impression que ça se retient en fait d'avancer. C'est un peu décevant. Voilà, je le dis. Surtout de dire que ce match-là était plus long que le match qui a suivi entre Piper Niven et Zelina Vega, 12 minutes 14. Je vous avoue, peuple de ketchup, j'ai un peu accéléré, j'ai un peu tourné de l'œil. C'était pas incroyable. Et Zelina Vega, elle voulait le title shot pour affronter Chelsea Green. Et en général, quand elles disent ça, elles battent Piper Niven et elles perdent ensuite contre Chelsea Green. Là, ouf, Piper a gagné. Et son finisher était superbe. Là. Elle a fait un crossbody en écrasant Zelina Vega. Alors bien sûr, il y avait Alba Fire hors du ring, il y avait Chelsea Green, c'était un peu le bordel et tout ça. Mais Piper a quand même gagné et elle gagne pas souvent, donc c'était au moins une petite satisfaction. Chez les filles, un petit peu plus tard, on a eu Liv Morgan contre Jade Cargill, le premier match en solo de Jade Cargill depuis son retour. L'affrontement a duré 10 minutes 10 et étonnamment, très très étonnamment, Jade Cargill a perdu sa première défaite à la WWE. Elle a perdu, pas totalement de manière anodine, parce que Naomi Naomi a débarqué et elle a frappé Jade Cargill pendant que l'arbitre avait le dos tourné. Et ensuite, elle a passé Jade Cargill à tabac. Elle a une nouvelle tenue, Naomi. C'est assez bizarre. Elle s'habille, vous savez, avec les trucs qu'on met autour des crimes, là, les bandelettes jaunes qui disent attention, caution, machin, ou quand il y a un sol glissant. Voilà, c'est un nouveau style. En tout cas, elle est vraiment très méchante, elle est vraiment très énervée. On aura sûrement un match là aussi, Naomi versus Jade Cargill. Mais pareil, je suis pas convaincu que ça soit une affiche pour WrestleMania. Ça, je sais pas si c'est ce qu'on va avoir. Et si c'est le cas, c'est pas ouf. En tout cas, Bianca Belair a l'air de s'en foutre. Hein. Elle était pas là, elle est pas venue. Elle est pas venue. Nous avons eu ensuite nos nouveaux champions tag team, les Street Profits, qui débarquent et qui nous disent qu'en gros, ils sont très heureux d'être champions, que ça faisait 4 ans qu'ils n'avaient pas été champions, que ça a été long, mais qu'ils étaient sûrs d'aller gagner. Montez, il a dit, moi j'avais une seule certitude, c'est que j'avais mon pote qui était avec moi, et ça j'en suis fier. Donc ils sont contents, et la foule a l'air contente pour eux, en Italie. Ils sont interrompus par la Legado del Fantasma, avec Santos Escobar qui parle italien, figurez-vous, il a très bien parlé italien, bon, il a dit 3 phrases, mais il a très bien parlé italien. Et il dit en gros, ouais, bravo, mais c'est le bordel depuis le début, là, toute cette histoire. Nous, on veut devenir challenger, on veut votre ceinture. Et les Pretty Deadly, ils arrivent. Pretty Deadly, ils disent, c'est nous les challengers, on va pas nous passer devant. Et puis, les Street Profits, ils disent, ok, ce soir, on est chaud, vas-y, on affronte la Legado del Fantasma. Donc, Garza et Umberto Carrillo. On a eu le match dans la foulée, qui a duré 14 minutes 33 et qui était notre main event sur le ring. C'est le dernier match de la soirée. C'était plutôt un bon match. Il y a eu beaucoup de bonnes sessions. J'ai trouvé de Santos Escobar sur le bas-côté, un manager très très proactif qui réagissait, qui interagissait, qui était là.
Mais les Street Profits ont quand même gagné en 14 minutes 33. Bon, ça continue d'être un peu agité, hein, puisque dans les coulisses, on a vu les Street Profits, on a vu, pardon, les Pretty Deadly qui parlaient au DIY en leur disant en gros qu'ils arrêtaient d'être en alliance, les Motor City Machine Gun qui passaient par là. Ça continue d'être très agité. C'est plutôt une réussite, hein, la division tag team. Là, il n'y a pas de souci. C'était vraiment sympa aussi ce soir, donc c'est cool. Il y a juste ce truc des Street Profits où on n'arrive pas trop à savoir. Comme il y a 1 an et demi là avec Bobby Lashley, ils ont débarqué en intervenant, en cassant la gueule de tout le monde, en étant encagoulés là tout ça avec la capuche comme des heels, mais en fait ils sont face. Donc voilà, ils n'arrivent pas à être heels non plus. Bizarre. Et on arrive sur la fin du show et c'était annoncé depuis le début de la soirée. Three same roof, les trois sous un même toit. CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins. Bah, c'est Roman Reigns qui arrive en premier. Hein. Grande ovation de la foule. Tout le monde lève les doigts. Tout le monde est là pour le Tribal Chief. Tribal Chief qui nous raconte, qui nous dit au Royal Rumble, j'ai été humilié par CM Punk. Et ben la semaine dernière, je me suis vengé de CM Punk. Et il dit, il y a un mois au Royal Rumble, Seth Rollins a essayé de me tuer. Et ben lundi, j'ai essayé de tuer Seth Rollins. Seth Rollins débarque et lui dit, écoute, je crois mon gars, t'as pas compris à quel point ce que t'as fait c'est dangereux. T'as pas compris que cette histoire, c'est dangereux, que CM Punk il est dangereux pour nous, que CM Punk il est dangereux pour le business et il fallait en finir. Il dit, nous on a une histoire très longue tous les deux, et c'est peut-être le moment d'ajouter un nouveau chapitre à cette histoire, mais on s'est affrontés, voilà, on a toujours été en face à face, mais là c'est peut-être pas le moment, parce qu'il y a CM Punk dans les parages et que c'est lui le vrai danger. CM Punk, sa musique d'entrée débarque, le voilà à toute vitesse, il prend le micro, et il dit Paul Heyman, merci de m'avoir apporté Roman Reigns. Et là, il tabasse Roman Reigns. Seth Rollins, lui, essaie de se mêler à la bagarre. Ça part dans tous les sens. Les trois se bagarrent et la foule des intervenants, toujours la sécurité, débarque. Et là, on passe de longues minutes à les voir un peu se bagarrer les uns les autres, à être isolés. Puis il y en a un qui se projette, notamment Seth Rollins, qui se projette sur tout le monde en suicide dive. Voilà. Bon, bah, tout le monde se bagarre. Mais déception là aussi. Déception de ma part. Je m'attendais à des belles promos micro qui claquent. Et en fait, bah, CM Punk il a dit une phrase. Et il est directement passé à l'affrontement physique. Honnêtement, l'affrontement physique, même si CM Punk est un très bon catcheur et qui nous a fait des très bons matchs ces derniers mois contre Rollins ou Drew, bah, attaquer comme ça Roman Reigns, c'est pas très crédible. Ouais, j'ai été déçu. Le brawl, c'est un peu facile. Cette affiche-là en triple threat me plaît bien. Cette affiche-là, je trouve qu'elle a, oui, une fun naturelle, un enjeu naturel, une rivalité naturelle, un triangle naturel entre les trois hommes, et que forcément le gagnant de ce match-là va être un énorme positionnement pour affronter Cody Rhodes après ou Gunther, selon les shows. C'est plutôt une bonne feud, mais là à Bologne, j'ai été déçu. Et donc ce show-là aussi m'a plutôt déçu. Et je trouve que cette semaine européenne, on va surtout se souvenir de la foule. Donc je vais mettre un top au public italien. Je vais mettre un top au public italien. Ils se sont régalés, ils ont kiffé, ils ont été contents, ils ont chanté, ils ont eu leurs chants locaux et tout. Moi, ça me fait plaisir. Et j'ai trouvé que ça donnait vraiment à cette FUD une ambiance très particulière, cette Road to WrestleMania. Et c'est pas fini, parce qu'on va bientôt être à Glasgow. Donc là, ça va être le feu, je pense, avec les Écossais. Mais je trouve que la WWE nous sert des shows un petit peu faciles. Et un petit peu facile dans le sens où elle nous envoie des plutôt bons matchs pour des gens qui ne seront pas des grands de WrestleMania. Genre, c'est sûr que Penta, que Ludwig Kaiser, que les Street Profits, ils n'auront pas une grande place à WrestleMania. Les autres, ils attendent. Je trouve qu'on attend en fait. Il y a vraiment ce sentiment de ça n'avance pas, les matchs sont à peu près bookés. Même ceux qui sont pas bookés, comme par exemple Jacob Fatou contre Solo Sikoa qui aura sûrement lieu, ça attend. Donc voilà, 2,75 aussi pour ce SmackDown. Pas trop mal, mais pas ouf quand même. Il se passe pas grand chose encore, ça va peut-être s'accélérer sur la fin, je ne sais pas. Flop, 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 flop. À qui je vais donner mon flop? Je vais être méchant. Je vais le donner à Drew McIntyre, ouais, parce que je trouve que là, il est vraiment dans un truc même pas très constructif et même pas très intéressant avec Damien Priest. Donc c'est mon flop. Et top la foule, comme je disais. On voit la peuple de ketchup comment s'est passée cette semaine européenne. Elle n'est pas finie. Enfin, la semaine est finie, mais la session européenne n'est pas finie. Il va y avoir Glasgow, il va y avoir Londres.
Et notamment à Raw, il va y avoir un match où les deux Eight Down Under affrontent Jey Uso contre un partenaire de son choix. Alors j'ai deux pistes, vous me direz ce que vous en pensez. Soit c'est Sami Zayn qui revient, parce que Sami Zayn, on a vu sur ses réseaux sociaux qu'il était en Europe. Soit catcheur écossais qui pourrait arriver, si on l'appelle, un local de l'étape. Est-ce que Joe Hendry sera le partenaire mystère de Jey Uso? Je ne sais pas. En tout cas, la WWE nous tease des surprises aussi. Hein. On a vu des clips. Il y a ce fameux 4 qui apparaît dans la brume. Moi, je pensais que ça allait être en décompte semaine après semaine 4-3-2-1. Donc non, c'est vraiment un 4 qui ressemblerait très fortement à Aleister Black. Et un catcheur luchador qui n'est pas Chad Gable et qui serait Rey Fenix. Donc des arrivées en cours à la WWE. Ça va faire un post de WrestleMania qui devrait être bien agité, c'est sûr. Mais vraiment, on va avoir un WrestleMania avec une carte sur 2 jours, une grosse carte, une super carte, avec des très bons catcheurs évidemment. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on a plein de petits matchs solo. On a 2 matchs mondiaux. Celui de Cody Rhodes contre un retraité. Hein. John Cena, on va quand même dire que c'est un quasi-retraité. L'autre match, Gunther, Jey Uso, c'est quand même une affiche un peu inattendue. Et derrière, tous les bons mecs qui tiennent le haut de l'affiche depuis 2 ans, les CM Punk, les Seth Rollins, les Drew McIntyre, les Damian Priest, les Kevin Owens, ils feudent les uns contre les autres, mais ça me donne un peu ce sentiment d'être tirage au sort random. On aurait pu très bien avoir à l'inverse, je sais pas, Randy Orton contre CM Punk, si on avait écrit les choses différemment, ou Damian Priest contre Randy Orton, ou Drew McIntyre contre Kevin Owens, je sais pas, enfin bref. C'est un peu aléatoire et on sent pas ce parfum de WrestleMania, je trouve. Clairement, par rapport à l'an dernier avec les apparitions du Rock, c'était vraiment clairement autre chose. Et John Cena n'a pas réussi à me convaincre, en tout cas pour le moment. Donc une semaine moyenne dans la qualité des shows, mais une semaine de feu grâce au public européen. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve sur YouTube, la chaîne YouTube de Catch Up. On se retrouve sur le Discord Catch Up, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On se dit à très bientôt sur Catch Up, avec des copains, avec des invités, avec des nouvelles formules peut-être. N'hésitez pas à nous dire si vous aimeriez bien voir des formats plus mensuels peut-être, au lieu de toutes les semaines, ou des petites capsules plus courtes qui focuseraient sur juste une feud ou une rivalité. On est à votre écoute. Parlez-nous comme on vous parle. Catch Up parle ta Catch Up. Bonne semaine pleine de catch. Ciao à tous. Et si c'était l'un d'entre nous, le catcheur masqué? Ah.